Bonjour à tous, donc je suis Angélique Goffin. C'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter cette technique innovante qui va, je l'espère, finir par révolutionner finalement l'efficacité et la gestion des traitements des eaux usées. Alors comme il a été signifié, je travaille au LESU. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le LESU, c'est un laboratoire qui est rattaché à l'université Paris-Est-Créteil. Et en fait, on est une équipe, bon, je vous laisse me retrouver un peu sur la photo du haut, on est une équipe à peu près de 70 chercheurs à peu près, avec des doctorants, des postdocs, et puis des maîtres de conférences et des professeurs. Et on a un objet de recherche commun, c'est du coup l'eau urbaine. Donc avec des thématiques très vastes, allant de l'hydrologie jusqu'à la politique des usages de l'eau. Donc vous voyez bien qu'on a un champ d'expertise et d'études assez vaste, avec différentes échelles. On travaille à l'échelle du bassin versant jusqu'à aller à l'échelle du bâtiment. Donc c'est vous dire un peu sur tous les sujets sur lesquels on s'intéresse. D'où le fait qu'on soit un peu 70. Voilà. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie le grand cycle de l'eau. D'ailleurs, on a eu un focus juste avant sur ce qui se passait à l'échelle de l'océan. Mais en fait, un peu tous, on a déjà été confrontés à ce qui se passe avec le grand cycle de l'eau un peu dans notre vie de tous les jours. On a tous été confrontés à la pluie, on sait tous qu'il y a des rivières, on sait tous que quand il pleut, ça ruisselle. Bref, l'eau, c'est un cycle. Et en fait, est-ce qu'on s'intéresse au petit cycle de l'eau? Le petit cycle de l'eau, on en parle un peu moins, parce qu'en fait, le petit cycle de l'eau, c'est finalement ce qui nous entoure à l'échelle urbaine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ce qu'on appelle, dans un premier temps, ce qui est associé à la production d'eau potable, voilà, qui est présenté ici. Pour produire de l'eau potable, ça provient de deux sources. Soit on prélève de l'eau dans finalement des nappes phréatiques, ou soit on prélève de l'eau dans les rivières, et après on utilise des procédés de traitement qui vont faire que cette eau deviendra potable. Une fois que cette eau est potable, on l'envoie dans les réseaux, et ces réseaux de distribution d'eau potable finissent par arriver dans nos maisons et dans les bâtiments. Dans celui-là, il y a de l'eau potable, ça nous le savons tous. Et en fait, on l'utilise dans la machine à laver, dans le lave-vaisselle, dans les toilettes. Quand on tire la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Et finalement, toute cette eau qu'on a utilisée devient ce qu'on appelle de l'eau usée. Cette eau usée finit, si tout va bien et si tous les réseaux sont bien branchés, parce que parfois il y a encore des efforts à faire sur les branchements dans les réseaux de collecte des eaux, finissent par arriver sur ce qu'on appelle une station de traitement des eaux usées. Cette station, elle a pour objectif de rendre une eau de qualité similaire, c'est-à-dire qu'on va éliminer au maximum la pollution qui est à l'intérieur, qu'on a amenée du coup de par l'usage qu'on en a fait juste avant. On va faire au maximum pour éliminer les apports de pollution qu'on a mis dans cette eau, pour que en fait, quand l'eau finisse dans la rivière, parce que cette eau, une fois qu'on l'a utilisée, il faut bien qu'on la mette quelque part, et une fois qu'on met cette eau dans la rivière, il faut qu'on ait un impact le plus faible possible sur la qualité de cette rivière. Voilà. Donc là, je viens de vous faire le petit cycle de l'eau. On va s'intéresser à tous ces différents enjeux. Donc en fait, notamment en potabilisation, il y a de nombreux challenges. Déjà, l'objectif numéro 1, c'est déjà d'avoir de l'eau qui puisse être potable et du coup consommable par le consommateur. Ce serait quand même dommage d'attraper une maladie juste en buvant de l'eau. Tragédie. Mais qui est malheureusement bien fréquente dans de nombreux endroits dans le monde. Et du coup, il y a plein d'enjeux sur l'efficacité de traitement. Du coup, quand je prélève dans ma nappe ou dans ma rivière, donc là, c'est des exemples d'eau qui ont été prélevés, on voit bien qu'on n'a pas exactement la même possibilité de facilité de traitement entre une eau qui provient d'une rivière où elle est exposée à différents apports qui viennent autour et une eau qui vient de nappes souterraines, même si on sait très bien que les nappes souterraines peuvent être impactées via les infiltrations dans le sol d'eau qui peuvent être un peu polluées, mais en tout cas, l'eau des nappes est plus protégée que les eaux de surface. Donc il faut savoir, du coup, l'eau qu'on va traiter, est-ce que c'est facile ou pas facile? Parce que derrière, la gestion de mon procédé, ça ne va pas être le même. Et puis, on a des petits problèmes avec des membranes qu'on utilise pour filtrer l'eau qui se colmatent. Donc ça, c'est un enjeu à gérer. On a un autre problème. On n'a pas tous envie d'avoir la même tête que ce garçon quand on boit l'eau, c'est-à-dire un goût pas très agréable, une odeur parfois, parce qu'on a déjà eu l'odeur de chlore. On a tous eu cette expérience-là. C'est jamais très agréable. Donc en fait, quand je produis de l'eau potable, en fait, je dois faire en sorte que ça satisfasse le consommateur, mais également que moi, je m'y retrouve quand je fais mon traitement. Est-ce que finalement, je fais un traitement qui est efficace et à moindre coût? C'est quand même l'objectif de tout ça. Et un autre enjeu, donc là on va un peu recycler, retracer un peu les enjeux qui se situent finalement dans ces différentes étapes du petit cycle de l'eau. On a un enjeu essentiel, donc c'est limiter au maximum l'impact de nos activités sur le milieu récepteur que je vais appeler la rivière. Parce qu'en fait, l'eau usée, je vous souvenez, quand on y était aux toilettes, on l'a usé l'eau, la machine à laver, tout ça, et ça finit à la station d'épuration. Et en fait, quand on fait de la machine à laver, on utilise de la lessive, ça mousse,
c'est pareil sous la douche, hein, je me mets des produits qui moussent. Et finalement, tout ça, c'est collecté et ça finit à ma station. Et puis quand il y en a trop, bah hop, c'est parti mousse à la station. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup trop de mousse et j'ai pas trop envie non plus que cette mousse, elle finisse dans la rivière. C'est pas cool pour les poissons. Et puis même, enfin, de quel droit on met de la mousse dans la rivière? Ensuite, pareil, on a des problèmes avec les membranes qui peuvent se colmater avec les charges de pollution qui peuvent être des fois trop importantes pour le système. Et on a un procédé qui s'appelle le traitement biologique, où en fait, dans l'eau, il y a naturellement des micro-organismes. Donc on en a vu d'autres en milieu marin, mais il y en a aussi dans les eaux usées. Parce qu'en fait, quand on est aux toilettes, on émet des fesses qui sont chargées de charges bactériennes. Hein, c'est fameuses E. coli qu'on a entendu par d'autres biais. Et finalement, ces bactéries, il y a tout à fait d'autres consortiums bactériens qui sont présents. Et en fait, on va faire en sorte que dans cette étape-là, on mette les bactéries dans des bonnes conditions, c'est-à-dire on va leur mettre une bonne température, on va leur donner l'air qu'il faut, pour pouvoir booster ces bactéries pour qu'elles puissent manger tous les nutriments qui sont présents dans l'eau. Et en fait, ce traitement biologique-là, il n'est pas évident à maîtriser parce que vous doutez bien que c'est un peu comme nous quand on est un peu chafouin, ça marche moins bien. Et les bactéries, si elles ne sont pas dans les bonnes températures et non plus avec les bonnes concentrations de nutriments, c'est pas évident à gérer. Donc en fait, finalement, tout ça, c'est des enjeux essentiels qu'il faut optimiser et qu'il faut mieux comprendre. Et puis du coup, évidemment, le cours d'eau, hein, on y arrive, il y a différents enjeux. Pareil, on prend des médicaments, ces médicaments, on les métabolise, et ça finit par devenir d'autres molécules qui sont récupérées dans les eaux usées. Et en fait, malheureusement, les stations d'épuration actuellement, elles ne présentent pas la capacité de traiter au maximum l'ensemble des micropolluants, ou même des polluants, ou même des médicaments que nous émettons dans les eaux usées. Pourquoi? Les stations d'épuration, elles sont là parce qu'elles ont été construites à la base pour gérer tout ce qui était traitement du carbone, traitement de l'azote et du phosphore qui représentaient les pollutions majoritaires initialement. Puis on s'est intéressé aux polluants et de plus en plus on va vers des démarches avec le développement de procédés qui permettront d'éliminer au maximum ces polluants. Sauf que c'est pas présent partout, c'est un investissement et malheureusement on se retrouve encore dans l'environnement avec des hormones. Je pense que vous avez entendu parler des histoires de poissons qui devenaient poissons-femmes. Et du coup, moins de possibilités de reproduction et ça change complètement l'équilibre hormonal et de reproduction. Donc on a un impact et l'objectif, nous, c'est qu'on limite tout ça. Et on a un autre impact potentiel, donc là c'est un peu 2 images chocs mais qui sont réelles. Ici par exemple, on a des poissons qui sont morts juste parce qu'il n'y a plus d'oxygène, parce qu'en fait on a apporté trop de nutriments sans faire exprès dans l'eau, et du coup on se retrouve avec des bactéries qui étaient trop contentes d'avoir des nutriments et qui du coup vont consommer tout l'oxygène, et finalement les poissons n'ont plus rien et ils meurent. Tragédie. Et on a un autre problème, c'est l'eutrophisation. C'est un peu un phénomène qu'on a entendu parler l'été, notamment en Bretagne, on entend beaucoup « Oh là là, mais oui, il y a des algues vertes sur la mer, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et en fait, on a tous entendu parler d'apport de lisier, porcin, des choses comme ça. En fait, finalement, c'est des nutriments qu'on apporte en excès dans les milieux aquatiques. Et en fait, les algues qui sont présentes, elles sont tellement contentes d'avoir tout ça que, paf, elles se mettent à produire. Et en fait, il y a tellement d'algues que finalement, il n'y a plus d'échange entre la surface de l'oxygène d'au-dessus de la rivière et l'eau de la rivière. Et du coup, on se retrouve avec un milieu qui de plus en plus s'obscurcit et ne permet plus le développement d'autres espèces dans l'eau. Et du coup, pareil, les échanges d'oxygène se passent moins bien. Et on a l'eutrophisation. Pas cool tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? On peut mettre en place des nouvelles méthodes qui permettraient de mieux comprendre, finalement, qu'est-ce qui se passe avec la matière organique. Parce qu'en fait, la matière organique, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais on a déjà vu un aperçu tout à l'heure, c'est finalement une molécule qui va avoir un impact clé sur tous les processus que je vais vous présenter. Il y a au moins de la matière organique qui influe dessus. Donc c'est un levier d'action. Et du coup, si on le suit mieux, ces variations de matière organique dans nos eaux, on peut derrière avoir une efficacité d'action sur tout ce qui va se produire en termes d'efficacité de traitement. Qu'est-ce que la matière organique? Alors déjà, une molécule qui fait peur, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer un peu l'ampleur du challenge qu'il y a derrière. La matière organique, qu'est-ce que c'est? Nous, déjà, on est constitué de matière organique. Là, de la matière organique. Donc tout ce qui est vivant, en fait, et même de la biomasse morte, c'est de la matière organique. Les animaux sont de la matière organique, les végétaux sont de la matière organique, bref. Tant qu'il y a du carbone, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est bon, c'est de la matière organique. Et en fait, le problème, c'est que dans la communauté scientifique, ça fait 100 ans qu'on se bat, comme les petits boxeurs là, pour savoir exactement à quoi ressemble cette molécule. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de groupements chimiques qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. La matière organique humaine, c'est pas exactement la même que la matière organique végétale. Et du coup, le problème, c'est que
on se fight un peu dans le domaine scientifique pour savoir à quoi ça ressemble. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, la matière organique, elle va avoir différentes propriétés en fonction d'où elle vient, et du coup différentes structures moléculaires qui vont interagir différemment avec le milieu. Donc si j'arrive mieux à la comprendre, je peux derrière avoir des effets d'action sur tous les problèmes que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc la matière organique, comme je vous ai dit, elle peut provenir du coup de l'environnement, donc nous, êtres humains ou animaux et végétaux qui sont présents. C'est ce qu'on appelle la matière organique naturelle. Bon, au passage, c'est pas parce que la rivière elle est marron qu'elle est polluée, c'est juste parce que parfois, il y a des particules de sol qui sont colorées, la terre est colorée, et quand, peut-être vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez ces particules de sol et vous la mettez dans un volume d'eau et puis vous mélangez, l'eau va se colorer. Mais elle n'est pas polluée, c'est juste des particules de sol qui se sont mises dans l'eau. Voilà, petite information au passage comme ça. Et on a la matière organique qui vient de nos activités anthropiques. Donc quand on va aux toilettes, on émet de la matière organique qu'on dit anthropique, parce que du coup, issue de nos activités humaines. Et du coup, mieux connaître un peu finalement cette matière organique, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle va interagir dans l'environnement, ça permet de résoudre une grande partie des problèmes que je vous présentais au début. Un exemple, c'est là qu'on arrive à l'aspect innovant de cette présentation, c'est dans le cadre du traitement des eaux usées. Donc en fait, quand je gère une station d'épuration, j'ai besoin de savoir combien de pollution je vais devoir traiter. Parce qu'en fait, si j'ai trop de polluants à traiter, derrière, il faut que je fasse une action sur mon traitement pour savoir combien de réactifs je vais mettre, combien d'énergie je vais mettre, parce que finalement, donner de l'oxygène aux bactéries pour qu'elles se sentent bien, c'est important. Donc je dois savoir à peu près combien d'aération je dois faire. Et du coup, c'est un peu comme nous, hein, quand on mange trop, on n'est pas bien. Les bactéries, c'est pareil, on n'est pas trop bien quand il y a trop de pollution. Donc du coup, il faut savoir ajuster au mieux. Donc si je connais ce qui se passe en concentration au début, je peux mieux ajuster mon traitement. Et donc si mon traitement fonctionne bien, je dois avoir notamment un impact très très limité sur le milieu dans lequel je vais rejeter cette eau. Comment il fait mon gestionnaire pour savoir ça? Il fait des mesures. Il fait des mesures en laboratoire et c'est des indicateurs qui lui permettent de savoir si le traitement il est plus ou moins efficace. Alors, des indicateurs qui peuvent être liés du coup à la matière organique. On a une mesure qui s'appelle la demande chimique en oxygène. Donc, c'est-à-dire on va prendre un échantillon d'eau, on va l'oxyder chimiquement avec des réactifs chimiques et on va regarder combien d'oxygène va être consommé. Et ça nous donne indirectement une idée de la concentration de matière organique qui peut être présente dans mon échantillon. Donc si je sais ces concentrations de matière organique, je peux ajuster mon traitement par la suite et ça c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'en fait ces mesures, elles sont extrêmement chronophages. Certaines durent de 2 heures jusqu'à 5 heures, de 2 heures jusqu'à 5 jours, parce que sinon ce serait pas drôle, pour être réalisées. Et du coup, c'est pas très très optimal si je veux faire une action rapide sur mon procédé. Parce que l'eau, elle va pas s'arrêter de couler, hein. Elle va arriver tout le temps, les gens vont continuer à aller aux toilettes, les gens vont continuer à utiliser l'eau. Bref, il faut que je fasse quelque chose. Donc comme ça passe tellement vite dans le procédé, ces mesures, parce qu'on connaît que ça actuellement, malheureusement, elles nous donnent une indication assez grossière de la pollution qui est présente et derrière, ça ne nous donne pas trop de latitude pour optimiser finalement efficacement le traitement. Et en fait, c'est des mesures qui sont faites au laboratoire, comme je vous ai dit. Donc si je suis obligée d'aller avec mon petit seau, d'aller prélever, de ramener au laboratoire, faire la mesure, bref, c'est une certaine manutention. Et le truc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines nécessitent l'utilisation de réactifs chimiques qui sont néfastes pour l'expérimentateur et l'environnement. Ça pose la question de toute la méthodologie de gestion des sous-produits de déchets qui sont produits par ces mesures derrière. Et moi, du coup, c'est là que je me suis posé la question, mais attends, cette mesure-là, elle est super longue. Il n'y a peut-être pas un moyen de faire un truc plus simple qui pourrait, du coup, aider à traiter mieux et puis finalement, tant qu'à faire, protéger l'expérimentateur et tout. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à une méthode optique qui s'appelle la spectrométrie de fluorescence 3D. Ça a été l'objet de mes études de ma thèse. Pardon, ça a été l'objet de ma thèse où, du coup, je me suis posé la question de est-ce que finalement, cette méthodologie pouvait être substituable à la méthode de laboratoire usuelle qu'on utilise, parce que c'est une méthode, déjà, ça utilise que de la lumière, c'est une méthode rapide, elle ne nécessite pas 5 jours ou même 2 heures, et je peux la mettre directement sur place sans avoir besoin de manutention très compliquée. Alors, c'est quoi? Alors, ça ressemble à quoi? Alors là, on a une très très belle image. Je sais, ça ressemble à une patate colorée, mais c'est une image qui a un sens. Alors, ce sens, c'est lequel? Alors, on a une image qui est produite par cet appareil. Donc, c'est très bien parce qu'on a vraiment la vraie taille, là, comme ça. Ça ressemble à vraiment cette taille-là, du coup, sur le diapo. Voilà, en vrai, ça
les dimensions sont bien représentées. Donc cet appareil-là peut, avec un volume de 3 millilitres, donc c'est vraiment très très peu, pouvoir produire ce type d'image. Donc en fait, l'appareil va envoyer de l'énergie dans l'échantillon. L'échantillon, en fait, il y a des molécules à l'intérieur qui ont des cycles aromatiques. Et en fait, en absorbant cette énergie, ils ne vont pas être trop à l'aise. Ils vont passer à un niveau d'énergie, oh là là, ça ne va pas, j'ai trop d'énergie dans ma structure et tout. Il va falloir que je relargue cette énergie. Et en fait, en relarguant cette énergie, ils vont émettre de la fluorescence sous forme de photons lumineux. Et c'est ce que cet appareil va détecter. Et du coup, on va faire ça pour plusieurs niveaux d'énergie. Donc là, on voit bien 240 jusqu'à 450 nanomètres. On envoie différents niveaux d'énergie et on regarde ce que l'on détecte ici, pareil, à différents niveaux d'énergie. Et on répète l'opération plusieurs fois. Zoup, 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 et on finit par produire ce spectre. Et en fait, ce spectre, qu'est-ce qu'il donne comme information? Donc en fait, là, je vois que plus c'est rouge, plus il y a de fluorescence, et plus c'est noir, plus il n'y a rien. Plus c'est noir et plus il n'y a rien. Et en fait, en fonction des taches de couleur que je peux observer, je peux me dire, peut-être il y a certains composés fluorescents et pas d'autres qui sont présents. Alors comment j'interprète ça? Alors je peux utiliser des données de la littérature. La littérature me dit, oh là là, si vous regardez ici, là, dans ce spectre, on a des composés qui ressemblent plutôt à des petites structures aromatiques, qui sont plutôt associés à des composés protéiniques, qui sont facilement biodégradables. Et je me dis, oh là là, mais la littérature me dit aussi, oh là là, on retrouve la grosse structure de tout à l'heure, là, qui est assez imposante. Est-ce que finalement, on ne peut pas regarder aussi dans l'autre partie du spectre, si c'est associé, ça va tenir en 5 minutes, si c'est associé à, finalement, des composés plutôt réfractaires. Et donc, du coup, ça, c'est la littérature qui me dit, mais moi, je me dis, mais ok, la littérature me dit que c'est à cet endroit-là, mais peut-être que je peux utiliser des méthodes mathématiques pour mieux comprendre ce signal, et derrière, voir exactement dans la patate, là, combien il y a de petits pics qui constituent ma patate. Donc ça, c'est un exemple de traitement de données. Elle est où l'innovation? Est-ce que ça marche? Vous attendez tous avec impatience, je suis sûre. Suspense dévoilé, oui, ça marche. Alors en fait, en 2017, on a mis en évidence qu'on avait une bonne relation entre la mesure laboratoire et la mesure avec cet appareil de fluorescence. Et on obtient une très très bonne relation avec un R carré de 0,839 qui a été observé sur des échantillons qui proviennent de 6 stations d'épuration de l'agglomération parisienne. Donc du coup, c'est robuste et ça marche très bien. Sauf qu'en fait, on est toujours pareil, on est toujours au laboratoire. Moi, ce que je veux, c'est une sonde que je puisse mettre dans le milieu et que je peux avoir tout de suite une information. Et on s'est dit, ok, est-ce qu'il n'existe pas dans le commerce quelque chose qui pourrait fonctionner avec les indicateurs que j'ai trouvés? Manque de chance, il n'y avait pas. Alors nous, s'est dit, très bien, chiche, on y va. On crée une sonde qui permet, du coup, de faire ces mesures-là avec les indicateurs de fluorescence qui nous intéressent. C'est la sonde fluocopée. Donc on a déposé un brevet sur cette sonde. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter quelques retours d'expérience sur l'utilisation de cette sonde, que je suis fière de dire que ça fonctionne. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Donc c'est une sonde qui est capable d'analyser un nombre d'indicateurs de fluorescence importants, ce qui est très très bien parce qu'en fait l'objectif c'est quand même d'avoir des indicateurs de plein de types de matières organiques différentes, parce que je vous ai expliqué que la matière organique venait de plein d'origines différentes. Donc plus j'ai de capacité de mesure, mieux c'est. On a une sonde aussi qui est capable d'être utilisable dans la rivière, mais aussi pour la potabilisation, parce qu'on avait travaillé sur les stations d'épuration. Donc je vais un peu vite parce que j'étais un petit peu en retard, donc j'avance un peu. Et donc en fait, là c'est les résultats qu'on a fait en utilisant cette sonde pour utiliser la mesure du même indicateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fait, en comparant des sondes du commerce qui mesurent qu'un seul fluorophore, on obtient déjà un résultat très intéressant pour prédire cet indicateur de performance. Sauf qu'en fait, nous on s'est dit, non, nous on a développé 32 fluorophores et ça doit bien marcher beaucoup mieux. Et pas de suspense, ça marche beaucoup mieux. Quand on utilise beaucoup plus de fluorophores qui sont bien plus pertinents et plus adaptés à la séquence de mesure qu'on souhaite faire, on se retrouve avec une relation qui fonctionne encore mieux, avec un R carré ajusté qui est beaucoup plus important. Donc cette sonde, elle a quand même beaucoup de potentialités d'application. Et en fait, c'est là qu'on y arrive enfin. On a cet indicateur qui est mesuré, du coup, avec la sonde ici en bleu. Donc on peut avoir des chroniques en temps réel de cet indicateur qui n'était pas possible autrement auparavant, car on était obligé de faire la mesure au laboratoire, d'attendre plusieurs jours que ça arrive. Et c'est ce qu'on a pu comparer avec les points en orange, qui correspondent aux mesures laboratoires telles qu'on peut le faire usuellement. Et on voit que c'est très proche des mesures qui sont faites en bleu par la sonde. Donc on est content, ça marche, quoi. C'est bon, on peut l'utiliser sur des eaux en continu. Les traiteurs d'eau, ils peuvent se dire, ah super, j'ai enfin un outil efficace qui me permet d'ajuster mon efficacité de traitement en temps réel et à haute fréquence.
On a d'autres applications qui sont testées aussi, donc notamment dans le cadre des suivis en milieu naturel, donc les milieux de réception des eaux, notamment pour faire des systèmes d'alerte, ouverture, fermeture de baignade, parce qu'en fait, vous savez que dans le cadre des JO 2024, il y a un objectif fort de pouvoir rendre aux citoyens la possibilité de se baigner dans les rivières, et aussi d'organiser, mine de rien, les épreuves au pied de la Tour Eiffel, hein, parce que ça fait bien, quoi, de se dire qu'on peut se baigner dans la Seine. Et du coup, nous, on s'est dit, est-ce que finalement notre super sonde pourrait fonctionner aussi dans le cadre de ces mesures bactériennes? Et en fait, oui, ça marche très bien. Et en fait, ça nous évite du coup d'avoir une mesure laboratoire de 48 heures de cette mise en culture de bactéries qui peut être présente dans l'eau. Parce qu'en fait, plus les bactéries sont en concentration importante dans l'eau, plus on va fermer la baignade rapidement. Et donc du coup, tout ça pour finir qu'on a pu obtenir du coup finalement des très très bonnes relations pour différents indicateurs entre notre sonde de fluorescence et différents indicateurs d'efficacité de traitement qui vont avoir un impact fort du coup sur la gestion du traitement des eaux, notamment en station d'épuration, avec du coup moins de réactifs qui seront utilisés pour faire le traitement, une meilleure gestion des pompages et de l'aération qui seront mises en œuvre, et du coup un meilleur contrôle des procédés de traitement. On a un déploiement qui sera réalisé à une autre station d'épuration où on en est actuellement à plus de 10 000 mesures. Donc ça veut dire que la sonde, elle n'a pas encore, je touche du bois, elle marche encore. Vu que c'est un prototype assez expérimental, il fonctionne, on est très content. Et du coup, cette année, on va instrumenter la Seine en se mettant à différents endroits, de l'amont à l'aval de Paris, pour mieux suivre justement ces dynamiques de matière organique présentes dans les rivières et aussi également avoir des stations d'alerte dans le cadre de la baignade, mais aussi également des stations d'alerte dans le cadre d'une dégradation de la qualité de la rivière qui pourrait causer problème lorsque je produis de l'eau potable. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir des suivis à haute fréquence. Et puis, on va fabriquer une version industrielle en 2023. Voilà où on en est. Merci à tous.